Nous avons ensuite une prise de parole sur la 5-6. Je vois une main levée, mais je ne vois pas de qui il s'agit. Allez-y, madame. Ah, madame Morin, pardon. Voilà, je ne voyais pas derrière les têtes. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs et chers collègues. Tout d'abord, je regrette que la collectivité refuse de protéger du Covid agents et élus, alors même que beaucoup d'entre nous, ici, sont à minima cas contact, enfin beaucoup d'entre vous plus précisément, sont à minima cas contact, voire contaminés asymptomatiques, voire avec symptômes. La mise en danger et le déni en marche quand il y a encore tant de morts et plus de 2 millions de Covid longs. Je vais aborder le décalage qu'il y a entre le rapport de la Commission intercommunale d'accessibilité et la réalité vécue par les personnes handicapées dans notre métropole, sur juste 2 points, bien qu'il y aurait tant d'autres choses à dire. D'abord, afin d'avoir une politique réellement inclusive, nous demandons solennellement à la métropole de Toulouse de respecter la Convention ONU des droits des personnes handicapées et de cesser de qualifier d'associations représentatives des personnes handicapées les organisations gestionnaires d'établissements et de services qui interviennent dans le champ du handicap. Pour rappel, le Comité des droits de l'ONU a demandé à la France, dans son rapport de septembre 2021, de se mettre en conformité avec la Convention ONU en distinguant clairement, d'une part, les organisations représentatives des personnes handicapées et celles représentatives des familles et des proches de personnes handicapées, et d'autre part, les prestataires de services et gestionnaires d'établissements, soulevant le conflit d'intérêts existant. Pourtant, à ce jour, la Commission intercommunale d'accessibilité comprend 17 associations gestionnaires pour 8 associations représentatives des personnes handicapées ou de leurs familles, alors que toutes ces organisations sont présentées comme des organisations représentatives. La métropole doit s'engager réellement dans une politique de respect des droits fondamentaux des personnes handicapées, distinguant clairement la parole des premiers concernés, ce qui n'interdit pas aux gestionnaires de participer, mais il est nécessaire que chacun s'exprime de sa place. En effet, ne seriez-vous pas choqués si Orpea se présentait comme le représentant des personnes âgées? Par ailleurs, si la métropole veut continuer à se présenter comme inclusive, il va falloir cesser de faire des travaux sur la voirie et l'espace public sans anticipation et à l'économie. Monsieur Moudin, qui nous suivait, Monsieur Carnero, comment se fait-il que les associations de cyclistes, les associations de piétons et les associations de personnes handicapées et plus largement de personnes à mobilité réduite constatent maintenant quasi quotidiennement de nouvelles non-conformités et des mises en danger des personnes les plus fragilisées sur les nouveaux aménagements, tant sur les nouveaux aménagements que sur les chantiers de la métropole? Je vais prendre 2 exemples pour illustrer mon propos. Le chantier du début de l'avenue de Lyon, où les 2 côtés de l'avenue étaient inaccessibles sans aucun aménagement destiné à permettre aux piétons et aux PMR de continuer leur chemin sur un trajet sécurisé et accessible. Il s'agissait d'un véritable danger, d'autant plus au petit matin sous la pluie, comme l'a montré la vidéo que j'ai dû diffuser. La seule réaction a été celle de l'adjointe à l'urbanisme de la ville, qui nous a expliqué qu'elle arrivait à passer, méconnaissant totalement les règles en matière de sécurité et d'accessibilité. Autre exemple, l'avenue de Fronton, où l'irresponsabilité et le manque d'anticipation de Jean-Michel Latte ont conduit à réduire la largeur des cheminements piétons et cycles qui étaient conformes pour mettre en site propre par intermittence le linéo 10, rendant ces cheminements non conformes et mettant en danger piétons et PMR. Malgré les alertes associatives, Jean-Luc Moudin et Jean-Michel Latte veulent se contenter de quelques modifications cosmétiques alors qu'il fallait anticiper et préempter les emprises nécessaires pour réaliser des aménagements qualitatifs au service de tous et non au détriment des plus fragilisés. Et ne parlons pas des travaux juste en bas de mon immeuble au Grand Selve, où malgré des alertes répétées, les piétons, les parents avec des poussettes, les personnes âgées, les aveugles et les personnes en fauteuil roulant ont été mis en danger pendant plus d'1 semaine, simplement parce que les élus ne se donnent pas les moyens de contrôler les chantiers, de les arrêter si nécessaire et de sanctionner lourdement les entreprises qui ne respectent pas la charge chantier. Tous les jours, je pourrais vous donner de nouveaux exemples. Les manquements sont quotidiens, sans aucune réaction de la collectivité. N'attendons pas de nouveaux morts, comme le jeune cycliste de la route de Launaguet. La métropole doit cesser de mettre en danger piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite. Merci. Merci. Monsieur Carnero. Oui, pour la partie qui me concerne, moi je répondrai très simplement. Nous estimons et nous pouvons observer
que sur les travaux effectués en matière de voirie, les frais, je dirais, engagés en plus de l'investissement pour mettre en accessibilité avec des aménagements très particuliers représentent entre 10, 12, parfois 15% de l'investissement. Et nous veillons à ce que cette démarche soit concrètement mise en œuvre. Donc on ne fait pas rien. Je parle pour ce qui me concerne. Après, bien sûr, pour les autres secteurs, il ne m'appartient pas de porter de regard ni même de jugement. Je rappelle que cette charte d'accessibilité que vous avez évoquée, mais du bout des lèvres et très rapidement, elle a été voulue par Jean-Luc Moudin, elle est signée par Jean-Luc Moudin, et je l'ai préparée avec mes services moi-même et une quinzaine d'associations, et vous étiez membre du groupe de travail. Voilà, je le rappelle parce qu'il faudra savoir rendre à César ce qui appartient à César de temps en temps. Donc il y a une vraie volonté de coopération, elle est ancienne, puisque je crois qu'elle date de 2015, cette charte, je vous dis seulement de mémoire, mais je pense que c'est ça. Et nous l'avons appliquée souvent, nous l'appliquons souvent, et pour ma part, je veille autant que faire se peut à ce qu'il n'y ait pas de dangerosité particulière dans les équipements que nous mettons en œuvre. Voilà ce que je peux vous dire sur ces questions. Nous avons un texte de référence partenarial. Ce texte de référence dit un certain nombre de bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques sont mises en œuvre et ça se traduit par des surcoûts, mais qui sont légitimes, de l'ordre de 10 à 15% de l'investissement. Pour ce qui concerne l'exemple, les exemples que vous donnez, madame, je comprends que vous soyez sensible à tel ou tel exemple, mais en la matière, ce ne sont pas des exemples qu'il faut donner, c'est la totalité des observations que vous pouvez faire, parce que parfois, elle peut se limiter à quelques exemples. Non, il faut être complet. Il faut être complet parce qu'il faut être juste. Et comme il faut être juste, eh bien, il faut aller voir au fond des choses ce qui ne va pas. Nous avons par exemple actuellement quelques corrections et nous sommes en train d'y veiller parce que c'est vrai que la répartition des compétences entre Tissot et la métropole, parfois, c'est une ligne épaisse, pas une ligne fine. Et donc nous sommes en train de veiller à ce que sur le linéo 10, il y ait quelques corrections qui doivent être apportées. Il peut arriver effectivement que ces travaux soient faits sans tenir compte exactement de ce qui a été préconisé. C'est le rôle du contrôleur de travaux et c'est notre rôle ensuite en aval de pouvoir réparer tout ce qui doit être réparé. Et je peux vous dire qu'on y met beaucoup de conscience et je vous dis ça avec beaucoup de sérénité comme vous avez pu le constater. Merci. Peut-être M. Alves sur la composition de la commission. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame Morin, je suis désolé, je tourne le dos, mais simplement pour dire que sur la composition, alors je n'ai pas très bien compris ce que vous pouviez reprocher à la composition de cette commission intercommunale d'accessibilité, parce que c'était quand même un format qui vous convenait lorsque vous y siégiez au titre de votre association avant d'être élu. Moi, je veux bien que vous fassiez parvenir quelques éléments pour qu'effectivement on puisse les partager avec l'ensemble des membres de la commission. La composition, elle peut évoluer. Il n'y a aucun souci sur ça. Je ne suis pas fermé. Vous m'avez d'ailleurs saisi il y a quelques jours au titre de la commission communale à la ville de Toulouse et j'ai demandé à ce qu'on examine de manière favorable votre proposition d'intégrer un représentant de votre association à la commission communale. Donc, pas de problème pour que vous puissiez me saisir sur la commission intercommunale et les membres qui la composent. Merci. Madame Morin, rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors je suis quand même étonné que l'adjoint responsable du handicap ne connaisse pas et n'ait pas lu la Convention ONU et les différents rapports de l'ONU qui stigmatisent la politique française du handicap. Mais voilà, je ne manquerai pas de lui adresser pour qu'effectivement il monte en compétence sur le sujet. Par ailleurs, ce que j'ai posé, ce n'est pas le problème des personnes qui composent la commission. J'ai mis en cause le fait qu'on mélange les organisations gestionnaires que l'on présente comme des organisations représentatives au lieu de les présenter comme des organisations gestionnaires. Et j'ai mis en cause le fait que la commission est composée majoritairement d'organisations qui sont en conflit d'intérêts puisqu'elles représentent des intérêts gestionnaires au lieu de représenter les personnes directement concernées. Par ailleurs, pour répondre à M. Carnero, écoutez, M. Carnero, là aussi, il y a vraiment un problème de confusion parmi les membres de la majorité, puisque je vous parle d'une réalisation neuve. Je vous parle de réalisation neuve, que ce soit l'avenue de Lyon, que ce soit la route de Fronton ou que ce soit la rue Avondeau. Donc, nous parler de surcoût de l'accessibilité de 15%, d'abord, il va falloir me dire d'où vous sortez vos chiffres, parce que je me permets de vous rappeler que la Banque mondiale, hein, c'est pas
un petit adjoint à la métropole. C'est la Banque mondiale qui dit que le surcoût de l'accessibilité, c'est 1% dans le neuf. Donc déjà, je pense qu'il va falloir être capable de motiver ces affirmations plutôt que d'être comme ça dans l'affirmation gratuite. Par ailleurs, donc, quand il s'agit de réaliser des travaux, nous parlez de contrôleurs. Où sont vos contrôleurs? Est-ce que vous avez... Parce que moi, ce que me disent les agents, c'est que justement, il n'y a pas les moyens humains pour qu'il y ait des gens qui aillent contrôler les chantiers. Comment se fait-il que quand on alerte sur un danger, quand on a des circulations où les personnes avec les poussettes, les personnes âgées, les personnes en fauteuil sont obligées de rouler au milieu des voitures parce que vous n'appliquez pas la charte chantier et parce que justement vous n'appliquez pas la charte d'accessibilité de la métropole dont vous rappelez qu'on l'a signée de manière unanime. Il faut cesser de faire signer des chartes et de ne pas les appliquer. Moi, ce que je vous demande, c'est d'arrêter de faire du protocole et de vous mettre réellement au travail, de mettre les moyens pour qu'il y ait des contrôles des chantiers, que quand un chantier n'est pas conforme et quand on alerte, il y ait immédiatement une interruption du chantier jusqu'à mise en conformité et mise en sécurité, et qu'après, effectivement, il y ait des sanctions vers les entreprises. Et je vous assure qu'elles vont comprendre. Aujourd'hui, c'est le règne du laxisme à Toulouse. Quand est-ce que ça va cesser? Merci. Grégoire Carnero. Oui, juste un mot. D'abord, je voudrais rappeler qu'il existe dans chaque commune une commission d'accessibilité et qu'il ne faut pas faire la confusion entre celle de Toulouse et celle de la commune X ou Y. Donc chacun s'occupe de son territoire et les brebis seront bien gardées. Ensuite, pour ce qui concerne votre façon de procéder, vous faites du misérabilisme en disant « Oh, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens ». C'est une vieille rengaine, vous savez, on est tous des vieux routiers de l'administration. Ce sont des choses qu'on entend comme leitmotiv. Quand on veut critiquer, c'est ce qu'on dit. Pour ce qui concerne les chiffres que je vous ai donnés, ce sont des chiffres qui sont issus d'observations. Ils existent dans tous les travaux. Il suffit de prendre un échantillon sur une année, mais il faut que l'échantillon soit suffisamment large. Et je vous accorde que si on regarde, si vous voulez, si on applique un peu de statistiques à la matière, c'est vrai que l'intervalle de répartition est très large. Ça peut aller de 1% à 15%. Bien entendu, je vous ai donné une valeur moyenne. Bon, cette valeur moyenne, c'est ce que j'appelle l'effort du mental. Bien sûr qu'il faut bien qu'on estime les choses. Et on les estime avec une marge d'erreur. Comme dans toute estimation statistique, cette marge d'erreur peut être de 2 à 5%, elle peut être de 10%. Bien sûr, mais je ne vais pas me justifier sans arrêt et vous faire un rapport de ce que je fais tous les jours, madame. Vous devez le comprendre. La deuxième démarche que vous mettez en œuvre, j'ai parlé de misérabilisme, c'est une sorte de crise de nerfs permanente. C'est-à-dire qu'il faut absolument répondre immédiatement, arrêter le chantier, et vous allez voir, ils vont comprendre. C'est utiliser la méthode forte. Je ne sais pas ce que vous diriez si vous étiez l'un des salariés payés par l'entreprise dont on arrête les travaux tous les matins. Je ne sais pas. Donc ce sont deux méthodes qui sont inappropriées. Je pense qu'il faut dire les choses calmement, tranquillement. Et s'il y a des observations à faire, vous les écrivez, mais vous dites le quoi, le où et le quand. Et ce sera beaucoup plus intéressant qu'une sorte de mini-catalogue de généralité qui effectivement donne une sorte de tonalité sur le sujet, mais ne démontre absolument rien. Alors c'est effectivement, le mental fonctionne parfois comme ça, et vous le savez. Donc vous jouez avec ça. Vous dites, il faudrait que les personnes âgées puissent franchir mieux les voies, il faudrait que ceci, il faudrait que cela, comme si c'était chose courante. Non, il faut être raisonnable, il faut voir statistiquement combien ces choses-là existent, et si c'est du 2%, c'est trop, je vous l'accorde, mais c'est 2% et c'est pas tout le temps. Donc, essayez d'être plus précise dans votre façon d'aborder les choses, n'élevez pas le ton, ça n'apporte rien de plus. Vous savez, c'est pas parce qu'on élève le ton qu'on est plus persuasif. Parfois, on est plus répressif. Merci. Je m'arrête. Bon, en conclusion, on a bien noté la demande d'une plus grande répression demandée par Madame Morin, du moins dans ce domaine. Alors, on va donc clôturer ce débat sur le rapport annuel. Y a-t-il des souhaits de non-participation au vote? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? La présentation du rapport est donc approuvée. Merci. Nous avons une... Excusez-moi. Oui, Madame Morin. Il me semblait que c'était un rapport qui était présenté pour avis, donc nous n'avions pas préparé de vote. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser? On vote la prise d'acte de l'avis. Voilà. Ah, je ne savais pas qu'on votait des prises d'acte. Oui, parfois, vous savez, il y a des débats d'orientation budgétaire dans lesquels on demande donc de prendre acte, et il vaut mieux voter les prendre acte. D'accord. Monsieur Carle. Non seulement il vaut mieux les voter, mais il faut les voter.
Moi, je me suis fait retoquer le bien parce que je ne l'ai pas voté. Donc la prise d'acte, alors je le dis ici pour tous les maires, je vais vous envoyer la lettre que m'a adressée le préfet dans le cadre du contrôle de légalité. Donc le débat d'orientation budgétaire, bien sûr, ça n'est qu'un débat, mais il doit donner lieu à un vote. Et le problème, bien sûr, c'est que vous l'avez ensuite dans le texte, le vote n'amène strictement rien. Mais il faut voter, c'est réglementaire, et en fait, on acte que le débat a eu lieu. Oui, mais quand on prend acte, la prise d'acte démontre que le débat a eu lieu aussi. Donc, le vote ne sert à rien, sauf qu'il est obligatoire. Je vous le dis, puisque moi, j'ai aujourd'hui une remarque de la préfecture, donc je le dis à tout le monde, ce qui veut dire, monsieur le président de séance, qu'il est effectivement préférable de proposer le vote. Bon. Merci de ces précisions qui vont donc dans ce sens.